Nuances culturelles, un podcast de Louvre-Lens-Vallée. Bonjour, je suis Fiona Coco et vous êtes sur le point d'écouter la première table ronde de la saison 2025 de Louvre-Lens-Vallée. Louvre-Lens-Vallée organise mensuellement des tables rondes thématiques autour de la culture et de l'innovation. En ce mois de janvier 2025, on inaugure la nouvelle saison avec la thématique Culture populaire, qu'est-ce que ça dit de nous ? En partenariat avec la médiathèque Robert Cousin de la ville de Lens, où elle s'est déroulée le 21 janvier. Une soirée où Margherita Balzerani, directrice, et Thierry Mbaye, chef de projet entrepreneuriat et innovation sociale par le design, échangent avec nos invités. David Pierru, directeur culture, tourisme, patrimoine et sport à la communauté d'agglomération Lens-Liévin. Florence Lemoine, conseillère action culturelle et territoriale, culture et liens sociaux à la direction régionale des affaires culturelles. Et Hélène Corr, élue à la culture, au patrimoine, au tourisme et à l'attractivité de la ville de Lens. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. On est heureux et heureuse de vous accueillir pour cette première conversation de l'année. On ouvre un petit peu la nouvelle saison de ces conversations. Vous avez pu voir à l'accueil le programme pour cette année. On est très heureux de pouvoir collaborer avec les acteurs du territoire et notamment avec nos voisins. La médiathèque qui nous fait le plaisir de nous accueillir. Pour ça, je souhaite remercier Rachid Ossou et Aline Rachid Ossou qui s'occupe à la fois du Fab Lab et de la microfolie. Vous avez pu voir des stickers à l'accueil. Les microfolies sont des exemples de... on va les aborder aussi, ces questions de comment on peut être au plus près des publics sur des dispositifs d'ingénierie culturelle. Et Aline de la mairie de Lens et surtout la municipalité de Lens qui nous fait le plaisir de nous accueillir ici aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais vous présenter mon compagnon de animation, Thierry Mbaye. Pour certains, vous le connaissez. C'est un petit peu le chef d'orchestre de notre accompagnement des entreprises culturelles. Thierry. C'est bien dit. C'est bien dit. Ce soir, il sera avec moi sur cette question qui nous concerne tous et qui nous anime tous, la question de la culture populaire. Et pour cela, sans plus tarder, j'appelle à nous rejoindre David Pierru, qui est directeur du tourisme, de la culture, du patrimoine et du sport de la CAL, communauté d'agglomération Lens-Liévin. Vous pouvez l'applaudir, comme ça on se chauffe aussi. Ensuite, Madame Hélène Corr, adjointe à la culture, patrimoine, tourisme et attractivité pour la mairie de Lens, et Florence Lemoine, conseillère à la DRAC, action culturelle. On peut faire un petit mélange comme ça. Thierry, je te laisse un petit peu le mot du début sur la question je te lance tout de suite. Très bien. Ouais. Ce sujet de la culture populaire, c'est quelque chose qui traverse Louvre-Lens-Vallée. C'est quelque chose qui traverse aussi les porteurs de projets dont certains sont dans la salle. si. Et donc, effectivement, il y a toujours cette dialectique entre culture populaire, culture élitiste, etc. Et donc voilà, on trouvait intéressant de pouvoir avoir différents points de vue sur ce sujet. Et donc très rapidement, dans un premier temps, on va essayer de demander donc une proposition de définition de ce que serait la culture populaire. Merci. C'est vrai que quand on a préparé la conférence, ce qu'on disait, c'est que c'est la première interrogation qu'on a eue en disant qu'est-ce que vous entendez par culture populaire. C'est quelque chose qui est assez difficile à définir. Je la définirais pas, je dirais plutôt ce qu'elle n'est pas. Ce qu'elle n'est pas, c'est pas une opposition à la culture élitiste. Il n'y aurait pas d'un côté la culture très élitiste, etc. et d'un autre côté la culture populaire, parce que je trouverais ça très stigmatisant. Donc je pense qu'on va plutôt aborder ensemble des leviers sur comment on va hybrider justement tout ça. Mais j'apporte du coup une toute petite contribution, à savoir ce qu'elle n'est pas, et en tout cas pas quelque chose à opposer à une culture élitiste. Merci beaucoup. Alors,
Culture populaire, de toute façon j'ai envie de dire, est-ce que la culture a vocation à être autre chose que populaire? On n'aurait pas tellement envie de parler d'une culture impopulaire, ça intéresserait pas grand monde, hein. Voilà. Et donc effectivement cette idée de culture populaire, moi j'y vois, ce qui m'intéresse le plus dans cette notion-là, c'est la notion de partage. Donc comment puisque c'est un peu les enjeux qu'on a tous les élus à la culture, on est tous sur le même bateau, hein. On parle toujours de démocratisation culturelle, le peuple, le populaire, sans sombrer dans le vulgaire, avec toutes les connotations qu'il peut y avoir. Enfin voilà, comment on traverse ces interrogations, et j'ai envie de dire, quelles que soient les orientations politiques des uns et des autres, j'ai rarement entendu dire qu'il fallait promouvoir une culture élitiste et puis en exclure la majorité de la. C'est pas vers ça qu'on tend. Voilà. Et donc moi, culture populaire, j'ai envie de dire culture qu'on a envie tous de partager. Ouais, merci. Moi, en complément, peut-être. Je pense que la culture populaire, c'est forcément une logique de culture accessible. Et je pense que, notamment sur un territoire comme le nôtre, à Lens-Liévin, on se pose souvent ces questions-là, finalement, d'une culture qui peut parfois être inaccessible. Et donc, c'est aussi notre travail, puisque je rejoins pleinement ce qui a été dit avant, c'est-à-dire que cette culture qui pourrait être considérée comme élitiste, moi j'ai le sentiment qu'en fait... Non, on arrive à faire passer les messages à chacun. Une culture populaire, est-ce que ça veut dire que c'est une culture au rabais? Je pense pas non plus. Donc en fait, on a un gros travail, et ça c'est un enjeu très fort de la rendre accessible, et effectivement dans une logique de partage, parce que je pense que aussi dans les démarches culturelles qu'on va mener, on est toujours face à des comédiens, des acteurs, des artistes, et la première chose qu'ils cherchent, de toute façon il suffit de regarder un artiste qui se présente même sur une chaîne de télévision pour un concours musical, son leitmotiv c'est d'aller à la rencontre du public. Donc, et tous les artistes sont dans cette dynamique-là, je pense. Moi j'aurais envie d'interroger le lieu. Ces lieux qui nous ont tous et toutes accompagnés, les médiathèques, dans notre enfance, dans notre adolescence, dans l'âge adulte, et en particulier le fait qu'on a autour de nous, pas des livres, mais des machines. Ça interroge aussi les usages de ces médiathèques qui réfléchissent à différents publics. J'ai envie de vous poser la question, Madame Corr. Aujourd'hui, quel est le rôle, à votre avis, des médiathèques, de ces lieux de sociabilité forts pour une ville, et en particulier pour la ville de Lens, parce qu'on y voit des machines, des imprimantes 3D avec un Dragon Ball, une jolie brodeuse numérique, voilà. Alors bon, ça tombe plutôt bien, puisqu'on vient de, alors on est en cours de construction de tout ça, mais on vient de revoir un peu le projet d'établissement de la médiathèque, puisque ça a vocation quand même à être interrogé régulièrement. C'est vrai qu'on est loin des bibliothèques à l'ancienne, hein, où il fallait pas faire de bruit, il fallait c'était un lieu comme ça un peu sacralisé, un peu, et on a encore des personnes qui sont attachées à cette image un petit peu surannée, j'ai envie de dire, des espaces. Donc l'idée c'est effectivement de faire rentrer des nouvelles pratiques. Moi j'ai coutume de dire au personnel de la médiathèque, moi ce qui m'intéresse c'est pas le public qui vient vers vous spontanément, enfin c'est pas les retraités d'éducation nationale qui n'ont pas les moyens de se payer le dernier concours qui m'intéressent particulièrement et qui vont venir à la médiathèque. Ceux-là ils sont acquis, ils viennent. Je parle de l'éducation nationale, je suis prof, donc n'y voyez pas de ma part une quelconque condescendance ou un quelconque mépris, bien au contraire. Des gens que je respecte beaucoup, mais c'est pas le public que moi je cible en particulier. C'est comment les voisins immédiats, comment ceux qui viennent assez facilement au stade ou à la piscine, comment ceux qui viennent au skatepark, comment cette jeunesse à un moment donné où ces gens d'un âge plus mûr peuvent se sentir attirés ou ont envie d'arriver dans une médiathèque, et comment on s'appuie sur des nouveaux usages et des nouvelles pratiques, comment on fait rentrer dans une alors on est passé de bibliothèque à médiathèque, déjà ça voulait bien dire ce que
que ça voulait dire, avec des nouveaux supports, des nouveaux objets culturels, j'ai envie de dire, donc tout ce qui est musique, tout ce qui est cinéma, avec des enjeux importants, puisque on sait bien que notamment les supports évoluent et que voilà, prêter un DVD aujourd'hui, est-ce que ça fait encore sens, ou est-ce que ça parle à quelqu'un? Prêter un CD. Est-ce que vous avez encore des vinyles? Non, mais on va en remettre. Précisément, c'est là qu'on est toujours dans les questionnements. C'est qu'on avait effectivement supprimé les vinyles, puis là on se dit, bah tiens, il y a peut-être matière parce que finalement, pour les amateurs, hein, pour les spécialistes, le son du vinyle, ça a quand même rien à voir avec le son du CD ou du DVD, voilà, et donc on retourne vers ces anciens, ces supports qui n'ont jamais disparu au final et qui finissent par retrouver une certaine aura. Et puis comment on fait rentrer aussi ces nouveaux objets de culture que sont les jeux vidéo, par exemple. Voilà, parce que on se dit voilà, et comment on ouvre aussi des perspectives par rapport à une offre qui est énorme et qui est souvent parfois méconnue, et notamment parce que on est orienté vers ce que j'appellerais le plus vendeur, enfin ce dont tout le monde a entendu parler, et que le rôle des médiathèques et des médiateurs, finalement dans médiathèque il y a aussi cette idée de médiation, c'est comment à partir de ce que les gens aiment de façon assez large, et comment on passe à quelque chose, enfin comment on ouvre simplement des horizons, comment on ouvre, voilà, mieux qu'un algorithme ne le ferait, comment on fait pour faire connaître d'autres choses. Et ça, c'est toute la révolution des métiers des médiathèques. C'est pas sans difficulté parfois d'ailleurs, hein. Bon, moi je suis d'une génération de quinquagénaires, voilà, on n'a pas les mêmes pratiques et on n'a pas le même rapport au numérique que des gens qui ont ne serait-ce que 10 ans de moins que moi, par exemple, qui sont déjà plus au fait. Je ne sais pas si je réponds à la question. Alors, moi, je voulais justement revenir sur ces jeux vidéo, parce que là, on est dans comment s'est passée l'intégration, comment s'est passée la réflexion autour de ces jeux vidéo au sein de Médiathèque. Vous avez fait, par exemple, je rebondis tout de suite, que ce soit les jeux vidéo, soit les mangas, comme on voit une effigie de Dragon Ball, qui est quand même pas de toute actualité, parce qu'aujourd'hui, on a d'autres choses, hein. Même Naruto, ça commence un peu à dater. C'est comment les professionnels qui sont à l'intérieur de la médiathèque sont à l'écoute, et comment ils sont formés pour pouvoir se dire, voilà, il y a un enfant de 7 ans qui me demande de lire un Naruto. Moi, pour l'avoir lu, je dis attention, parce que Naruto, il y a quand même des choses qui sont peut-être pas encore de son âge. La question est, est-ce que ces médiathécaires sont aujourd'hui formés pour pouvoir orienter les adultes, les parents, les enfants, à la fois sur les jeux vidéo et à la fois sur ces objets culturels qui évoluent, ces usages qui évoluent? C'est tout l'enjeu, effectivement, des évolutions rapides, hein, finalement, de ce métier, avec des personnels qui sont des personnels municipaux, hein, qui sont engagés pour faire carrière longtemps, et donc qui à un moment donné sont effectivement impactés de plein fouet par la formation continue. Donc c'est comme on arrive déjà à renouveler les postes régulièrement ou en tout cas imaginer les profils de poste quand il y a un renouvellement, en intégrant ces nouvelles dimensions, parce qu'effectivement un médiathécaire qui a été formé à la musique classique il y a 30 ans, il est peut-être pas par appétence personnelle, hein, tout simplement. Ça l'oblige dans le cadre de son travail à faire des. Alors nous, on a des professionnels qui font ce travail de recherche, de médiation, de se former, d'apprendre. Puis après, ce qui est important dans ce métier, c'est pas tant dans n'importe quel métier, j'ai envie de dire d'ailleurs, c'est pas tant la formation initiale qu'on a eue,
qui est vite obsolète d'une certaine façon, mais c'est comment on la renouvelle, et puis c'est surtout la curiosité intellectuelle qui va avec, et c'est tout l'enjeu, c'est ça, c'est comment on rend les gens curieux intellectuellement. C'est pas parce qu'on aime un truc que c'est excluant forcément du reste. Moi, j'ai coutume de dire à mes élèves, vous pouvez aimer le rap, c'est pas ça qui doit vous empêcher d'écouter de la musique classique et d'aimer ça, et il faut pas en avoir honte, et ça n'empêchera rien, ça ne vous empêchera pas de développer vos appétences personnelles. S'enfermer tout de suite dans sa génération, et ça c'est la notion d'intergénérationnel qui est intéressante aussi, quand je parlais de partage, on est souvent formé par ses pairs, ceux de son âge, mais également par ses pairs, l'autre orthographe, c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés et qui ont vocation à transmettre. Et évidemment, notre culture, c'est aussi tout l'héritage qu'on a en partage, et que effectivement chaque génération n'efface pas tout ce qui a été fait avant. Donc, c'est comment on arrive à articuler tout ça pour développer une certaine curiosité. Parce que moi, c'est pas tant la culture encyclopédique qui m'intéresse que la curiosité intellectuelle et l'ouverture au monde et le partage. Voilà, avec tout ce que ça peut signifier aujourd'hui. Merci. Et peut-être donner la parole à Florence sur la question de comment faire participer, justement. Je reviens à un espace qui évolue avec les usages qui vont avec. Donc, avant, on était dans une médiathèque ou une bibliothèque, on était plutôt dans un lieu silencieux. Aujourd'hui, on pourrait se dire que c'est aussi des lieux qui sont à vocation contre l'électronisme, par exemple, ou d'exploration de nouveaux métiers, ou des lieux de faire, parce que finalement dans un Fab Lab on fabrique des choses, et surtout qu'on pourrait aussi imaginer des ateliers de manga pour pouvoir apprendre à dessiner des mangas. Donc en fait, comment justement la DRAC réfléchit à cette participation des publics sur des lieux comme ça, et comment ces lieux évoluent avec. Alors, moi, je parlerai pas d'équipement de lecture publique, puisque c'est pas mon domaine de prédilection, mais de toute façon, la politique du ministère est un peu la même sur tous les champs, c'est-à-dire comment on fait participer le plus grand nombre d'habitants et d'habitantes à la vie culturelle. Et donc, il y a aussi le levier de créer un lien de confiance, de valoriser aussi pas les attentes, puisque c'est pas des consommateurs, mais on va dire les goûts, les éléments constitutifs de ce qui fait culture pour les habitants, puisque ça peut aussi varier d'une personne à une autre. Et l'idée, c'est vraiment de proposer quelque chose qui désintimide, et on est effectivement exactement dans un lieu qui peut désintimider, qui peut par des usages hybrides, quelqu'un qui va plutôt rentrer par l'entrée Fab Lab, et c'est ça qui va l'intéresser, et qui va découvrir le reste de la médiathèque, ou à l'inverse une personne qui est plutôt là pour emprunter des livres, qui va découvrir un peu l'univers du Fab Lab, etc. L'idée, c'est de désintimider et de créer un lien de confiance. La culture, c'est aussi beaucoup de rencontres, de relations humaines, de quelque chose de fédérateur. Comme disait Madame Corr, heureusement que la culture est populaire, puisque sinon elle serait assez morte si c'était pas des habitants qui se mettent ensemble, des citoyens, et qui ont quelque chose en partage. Donc ça peut permettre vraiment de créer un lien de confiance et de se sentir suffisamment à l'aise sur une proposition, de se dire voilà, moi je lis pas forcément, mais en tout cas je suis vraiment très très intéressée par une imprimante laser, et de se dire en fait à l'inverse, mon voisin, peut-être que moi je me disais je lis pas beaucoup, mais mon voisin il va plutôt me voir comme quelqu'un d'un peu expert de sa propre expérience d'utiliser une imprimante laser. Et peut-être quelque chose où il faut faire attention, c'est jamais enfermer les gens de se dire qu'il y a les mangas, on va les développer pour les jeunes, le Fab Lab pour les jeunes, et c'est pas enfermer des habitants pour leur âge, pour l'endroit où ils vivent, si c'est plutôt des urbains ou plutôt des ruraux, dans des goûts supposés, et de se dire que chacun a la liberté de développer ses propres goûts. Ils pourront fluctuer durant leur vie, ils pourront ou ne pas évoluer, ou voilà. Donc c'est plutôt ça en fait l'intérêt de lieux tiers où on va trouver, et lieux hybrides où on va trouver toutes sortes de propositions. C'est vraiment de se dire que chacun peut y trouver quelque chose qui
qui va permettre de lui faire franchir les portes, et libre à lui après de sillonner et de découvrir les autres activités, de s'en saisir ou de ne pas s'en saisir. Après, c'est vrai que vous citiez justement l'idée des mangas, mais en fait, justement sur ce plan-là spécifique, il y a eu très très longtemps, on parle de culture populaire justement, notamment au Festival d'Angoulême, une sorte de embargo de l'arrivée des mangas. Même les politiques ont beaucoup pris la parole, démonisant un petit peu à la fois les jeux vidéo et les mangas, alors qu'aujourd'hui un PDG d'entreprise, aujourd'hui depuis longtemps au Japon, les PDG lisent des seinen qui sont des mangas pour adultes. Voire des hentai, qui sont des mangas érotiques, qui sont à disposition du grand public adulte. Et après, vous avez justement le genre shoujo pour les jeunes filles et shonen pour les jeunes garçons. Donc, en fait, c'est pour ça que je posais justement la question, c'est que quand on arrive dans une médiathèque, toute cette différenciation de genre à l'intérieur d'un genre spécifique qui est celui du manga est hyper complexe. La même chose pour les jeux vidéo. Je veux dire, on ne peut pas faire rentrer n'importe quel jeu dans une médiathèque si on n'a pas été formé, si on n'a pas été accompagné, comme n'importe quel vinyle aussi. Hein. Enfin, je veux dire, tout ça se construit avec les publics et avec les professionnels. Moi, j'avais... Oui. Sur justement cette notion de timidité, en fait, parce qu'on sent bien que finalement une culture qui serait pas populaire à ce sens-là, enfin, au sens varié, c'est que effectivement il y a un effet de timidité, un effet d'intimidation d'un type de culture, et voilà, c'est pour ça que quelque part, même si c'est pour ça que je parlais de dialectique entre les deux, pas forcément d'opposition, mais il y a vraiment ce sujet-là d'une culture qui peut intimider. Merci, je veux bien effectivement rebondir sur le sujet. On parlait de culture populaire, en même temps, on a peut-être la classe populaire aussi, dans son sens noble du terme, hein, qui parfois effectivement s'interroge sur ces sujets-là. Effectivement, pour quelqu'un de la classe populaire, entrer dans le musée du Louvre-Lens, c'est pas si facile que ça. Entrer dans une médiathèque, même si la plupart des médiathèques aujourd'hui sont gratuites, et on a vu aussi l'augmentation de la fréquentation par moment quand il y a un passage à la gratuité. Moi, l'expérience qu'on a quand même sur le territoire de la communauté d'Aglo, c'est que en fait les habitants sont vraiment en attente d'échanges, de partage, de dialogue, et il faut aller les chercher. Et c'est vraiment le travail que nous on mène de manière très régulière. Si dans la conception d'un projet culturel, vous ne posez pas la question finalement de la relation que vous allez avoir avec le public et comment vous allez aller chercher les publics, nous le public on va le chercher en porte-à-porte. C'est vraiment, on a des opérations qui sont menées dans un bâtiment historique à Lens, par exemple, qui est la maison syndicale, dans laquelle on développe de plus en plus, à la demande aussi du président, parce que c'est un lieu historique, c'est un lieu symbolique, mais c'est un lieu ouvert sur la ville, et on y développe de plus en plus des actions culturelles. En début d'année, on a eu un travail avec le Centre régional de la photographie, avec une très belle exposition photo qui a été réalisée. Là, actuellement, on y accueille une exposition qui a été travaillée avec le Centre historique minier de Leeuwarden sur un sujet qui forcément intéresse les jeunes, parce que c'est comment le monde de la mine a été retranscrit par la BD. Mais ce travail-là, ça nécessite réellement... alors, vous voyez le bâtiment sur la photo de droite qui est quand même assez impressionnant. On a des oriflammes de chaque côté avec le nom de l'exposition, les dates, c'est bien marqué dessus, gratuit, ouvert, etc., etc. Les gens du quartier eux-mêmes passent devant et ne rentrent pas forcément. Et donc on a organisé par exemple des journées de bienvenue à la maison,
Alors on n'a pas choisi ce nom-là par hasard, hein. La maison syndicale, c'est la maison aussi. C'est donc une maison, c'est un lieu où on se sent bien, on est en famille, et donc on a été chercher les habitants en porte-à-porte. Et alors c'était stupéfiant, hein, les échos qu'on a pu avoir, c'est ah bon, on a le droit de venir, mais ah ok, c'est pour nous. Ah bah c'est super sympa de nous avoir prévenu. Et ben on va venir, c'est quand et ce qui a été étonnant, c'est que au moins 50%, voire au-delà des personnes qu'on est allé voir en porte-à-porte, nous ont dit qu'ils allaient venir et ils sont venus, ils sont revenus. Voilà, donc il y a effectivement une nécessité d'entretenir une confiance. Et puis après, au-delà de ça, parce que c'est bien de travailler des projets pour les habitants, mais c'est bien aussi de travailler les projets avec les habitants. Et ça, si vous le voulez, après on pourra en reparler, on a des exemples aussi dans ce sens-là. Je peux rebondir. Le paradoxe en plus pour la maison syndicale, c'est qu'à quand même à la base, historiquement, c'est quand même un établissement syndical, un syndicat, donc ça s'adressait pas, ça s'adressait pas aux dirigeants, mais bien d'une certaine à la population active. Donc aussi un lieu d'éducation populaire. C'était un lieu et donc théoriquement, voilà, ça devrait être un lieu que les gens dont les gens se sont emparés. Et on s'aperçoit que il y a des choses qui effectivement se perdent. J'aime bien dans l'idée de culture populaire cette idée de alors la métaphore agricole, hein, de sillon qu'on creuse et qu'on enrichit, parce que c'est aussi ça dont il est question, c'est comment on s'appuie sur le territoire et sur l'histoire du territoire pour pouvoir ouvrir vers autre chose, bien sûr, pas rester dans une espèce de nostalgie passéiste, mais n'empêche que c'est important aussi de s'appuyer sur ce qui parle aux gens, parce que, bon, par exemple, moi, en tant qu'élu à la culture de la ville de Lens, on m'a rarement demandé, et pourtant c'était un auteur très populaire à son époque, on m'a pas demandé d'organiser un festival Shakespeare, par exemple. Ça, c'est jamais, ça me serait pas venu à l'idée. Pourtant, j'aime beaucoup Shakespeare, je suis prof d'anglais. Mais voilà, parce que je me dis, ça serait un peu hors sol, ça viendrait comme ça. Alors je dis pas que ça marcherait peut-être, hein, mais bon, j'ai quand même peine à le croire dans un premier temps. Je me dis c'est peut-être pas vers ça qu'il faut aller tout de suite, ou en tout cas voilà. Je suis pas sûr de vendre mon truc à grand monde si je proposais ça. Alors même que Shakespeare à la base était un auteur éminemment populaire. Il s'adressait, l'opéra aussi est un genre qui à l'origine est extrêmement populaire. Et pour autant, le temps passant, hein, alors, en fait, quand la sociologie, la science, les savants s'emparent des sujets, ça devient d'un seul coup moins. Alors après Shakespeare, il y a la langue, hein, qui rend un peu la difficulté de la compréhension et pas facilitatrice en fait. Mais néanmoins, voilà, on s'aperçoit que. Alors c'est rigolo de voir d'ailleurs comment certaines choses deviennent d'un seul coup des objets d'étude. Hein. Ça a Taylor Swift, hein, dont les textes maintenant font l'objet d'un cours à l'université. Donc je me dis tiens, voilà. Du coup je me suis intéressée à ces textes. Hein. J'avais pas trop forcément suivi de près sa carrière plus que ça, mais bon, j'en avais entendu parler. Alors j'entendais l'autre jour une lecture aussi d'un quinquagénaire. Hein, donc je parle de choses de mon époque. Hein, Ma sorcière bien aimée. Hein. Tout le monde côté. Cette série quand même un peu édifiante, hein, sur la bonne ménagère américaine des années 60, son petit confort quotidien, bien soumise à son mari, etc. Et non, maintenant aujourd'hui il y a une lecture féministe du truc. En fait c'était alors, le sous-texte m'avait un peu échappé, il faudrait que je revoie, c'était pas ça que j'avais en tête moi quand je regardais le truc. Alors quand j'étais jeune, ça m'intéressait pour autre chose. Après je me suis dit voilà, c'est quand même super daté. Et là maintenant on me dit non, c'était déjà très très féministe. Donc je me dis faut que je revoie. Mais bon, ça me fait rire parce que effectivement tous ces sujets au bout d'un moment ils finissent. Donc ça voudrait dire quelque part que ce qui est populaire aujourd'hui deviendra savant plus tard. Donc c'est pour ça quand on parlait de cette grille de lecture qui fluctue avec le temps, finalement le temps finit par donner ses lettres de noblesse et on a exactement la même chose en matière patrimoniale et architecturale, hein, voilà, qui redit un jour que les cités minières
serait classé à l'UNESCO au même titre que Versailles ou que les châteaux de la Loire. Enfin voilà. Et là, non, finalement c'est cohérent, mais n'empêche que c'était pas écrit. J'ai envie de dire, c'était quelque chose. Et on a alors bon. Faut se laisser du temps. C'est ce qui rassure un peu les gens qui avancent en âge, du coup, parce que ça veut dire qu'on se bonifie enfin, on se rassure comme on peut, on se bonifie en vieillissant. Mais au moins, voilà, il y a quand même cette... si on en parle autant après, bon, les mangas, c'est pareil, les caca, on a tous grandi avec Goldorak, ce qui était quand même c'était 50 ans, Goldorak. Cette année. Donc voilà. Voilà, 50 ans cette année, les premiers. Donc, tout ça, finalement, finit par être quelque chose, presque un objet d'étude, un objet culte. Ça inspire les artistes contemporains, ça inspire tout ça. Donc, et ça parle à plein de gens, parce que, on est nombreux de ma génération, il y en a quelques-uns ici qui auront grandi avec ça aussi, donc ça leur parle, ils reconnaissent quand ils voient, même s'ils n'ont pas tout regardé. Et donc, ça devient des choses, qu'on admire en tant qu'œuvre parfois, alors qu'au départ c'était pas forcément le but du truc. Je voulais rebondir par exemple avec ce qui s'annonce être la prochaine exposition du Louvre-Lens, qui s'appellera Gothique. Donc en fait, là déjà dans le titre de la prochaine exposition, vous avez plusieurs plans. Le plan de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'art gothique, mais aussi la musique gothique, qui est dans un certain sens cette question de hybridation entre les différents domaines, notamment de la culture populaire, et de comment parfois cette culture populaire devient patrimoniale. Et alors, en fait, je voulais vous poser justement la question sur un territoire comme celui de Lens, comment l'arrivée du Louvre-Lens avait pu faire évoluer, dans un certain sens, les usages, si c'est le cas, en attente aussi de cette prochaine exposition qui s'annonce être assez singulière, si on parle de culture populaire. Oui, il y a un travail qui va être mené tout au long de l'année 2025 par les équipes du Louvre-Lens bien entendu, qui va s'appeler Génération Louvre-Lens. Et le principe de cette étude, c'est d'aller à la rencontre de tous ces jeunes qui ont évolué et qui sont devenus aussi adultes ou jeunes adultes dans la trajectoire de l'implantation du développement du Louvre-Lens. Donc comment ces jeunes générations qui sont allées au Louvre-Lens ont évolué, ou en tout cas ont un rapport nouveau avec la culture. Moi on a plein d'exemples là-dessus quand on a échangé justement avec les équipes du Louvre-Lens, des témoignages très forts de jeunes qui nous disent j'ai pris telle trajectoire au niveau de mes études, ou j'ai pris telle trajectoire au niveau de mon métier, parce que j'ai eu la chance d'aller au Louvre-Lens très jeune, à plusieurs reprises. J'ai encore le souvenir marquant de telle et telle exposition, de telle médiation culturelle, et ça m'a complètement percuté, et c'est ça qui a fait que j'ai évolué dans le projet que j'aurais pu avoir. Donc je pense que ça, c'est vrai que les impacts, l'étude le montrera certainement. Puis en plus, elle se fait essentiellement dans le cadre de la convention qu'il y a avec la ville de Lens. Donc le zoom, il va être particulier sur les jeunes du territoire de Lens. Peut-être rebondir sur le fait que, en fait, on est entre deux piliers de la culture. Donc, le Louvre qui s'installe à Lens, mais le pilier du stade, qui est quand même le symbole de la culture populaire aussi à Lens. Et je vais dire, c'est un élément hyper important de partage en famille, et comment justement on fait le lien entre ces deux éléments qui sont assez iconiques et qui font partie
de la culture de Lens. Ouais, du territoire, mais le Louvre-Lens l'a bien compris, je crois, dans son approche. Il y a eu une exposition qui a bien marché, temporaire, autour du Racing Club de Lens et des supporters et de ce que ça. On a toute cette tout ce terreau effectivement à creuser. Il y a eu ce spectacle aussi dont j'oublie le nom, mais au Stadium, voilà. Qui était formidable et qui a parlé aussi à des gens qui peut-être seraient jamais venus à la scène voir un spectacle si ça n'avait pas été ce sujet-là et cette famille-là, et voilà. Donc je pense qu'il y a eu cette approche du Louvre-Lens qui est quand même assez, enfin, j'ai l'impression que ce côté laboratoire d'idées, ils le vivent jusqu'au bout, quoi. Il s'éclate à faire ça et à travailler avec les habitants, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très très intéressant. C'était effectivement, je rebondis parce que j'y pensais en vous écoutant à ce spectacle-là, où c'était là, s'il y a bien une illustration frappante de quand la culture populaire rencontre une culture plus, on va dire, institutionnelle dans une grande maison, à savoir une scène nationale, c'était quand même très marquant qu'à à la première de ce spectacle, on trouve à la fois des habitués de la scène nationale qui étaient au conseil d'administration, qui sont très habitués à venir voir ce type de proposition, et des supporters du Louvre-Lens en maillot qui ont ouvert un fumigène au milieu d'une scène nationale. Moi, c'est une des scènes très marquantes des 10 dernières années en matière de spectacle vivant, et ça, on voyait encore plus que la culture est quelque chose qui se vit ensemble, qui a un caractère fédérateur qui est extrêmement important, puisqu'il y avait un côté très convivial avec une baraque à frites pendant l'entracte, etc. Et que je pense que ça a abaissé absolument plein de stigmatisations réciproques pour vivre juste une aventure humaine et autour d'un objet qui était celui du foot, mais ça aurait pu être autre chose tant que c'était un sujet qui est éminemment fédérateur et qui embarque tout le monde dans une relation humaine. Ouais, et puis en plus, on est terre de sport, c'est vrai. Terre de culture, c'est un peu plus récent. Mais voilà, on a des occasions qui nous sont offertes pour croiser ces disciplines. Tout à l'heure, tu parlais des fois des propositions artistiques, notamment autour de la musique classique. Et ça, si on dit à un jeune, on va commencer par la musique classique, ça va être compliqué. Par contre, on peut très bien faire de la musique classique en parlant de sport initialement. Là, je vois, vous avez des exemples d'interventions sur les 2 prochaines slides, d'actions qu'on a pu mener à l'occasion des Olympiades culturelles cette année, puisque JO de Paris, ça veut dire à côté l'organisation de manifestations. On a eu une première manifestation qui était autour du breakdance, puisque vous savez, on l'a vécu à Paris, c'était la première fois que le breakdance était discipline olympique. On a mobilisé des jeunes qui étaient issus du centre social Vachala et de l'association Cohésion à Lens, ainsi que du CAJ de Arnes. On les a mis en contact avec une compagnie qui s'appelle NIA, et ce sont les jeunes qui ont produit un spectacle sur l'histoire du breakdance du Bronx au JO. Tout en bas, les photos sont un peu petites, mais c'est le temps de restitution qu'il y a pu avoir dans des lieux un peu patrimoniaux du territoire. Et moi, j'étais quand même extrêmement bluffé, parce que les jeunes, ils ont été d'une assiduité extraordinaire. J'ai été bluffé aussi par la connaissance qu'ils pouvaient avoir, c'est-à-dire que ils ont commencé à nous parler de Nina Simone, de James Brown. James Brown, c'est pas un artiste d'actualité quand même, hein. Et ils avaient une connaissance extrêmement fine. Et voilà, ils ont fait des interventions, un spectacle devant leur famille, qui était vraiment de très bonne tenue. Le deuxième exemple, c'est ce qui est sur la diapositive suivante. C'est autour du parcours de la flamme. On a proposé à des jeunes des collèges de Liévin et de Noyelles-sous-Lens
ainsi que de Liévin, en lien avec 2 artistes, un atelier de pratique artistique et la création d'un jeu de plateau sur le parcours de la flamme. Et en fait, les jeunes, ils nous ont dessiné l'agglomération de Lens-Liévin avec leurs lieux patrimoniaux principaux, avec toute une série de questions qui pouvaient être posées sur des éléments historiques, des éléments d'actualité, des éléments patrimoniaux. Alors on y retrouve le mémorial canadien de Vimy, on y retrouve les chevalements, on y retrouve les terris, on y retrouve le Louvre-Lens. Et en fait, c'est des jeunes qui eux-mêmes ont construit leur territoire et ont révélé ce qui était pour eux la culture et les fondements de leur agglomération. Voilà, donc deux bels exemples de démarches qui ont été construites avec les habitants, spécifiquement avec des jeunes, en lien avec des artistes. Et voilà, tous ces jeunes, on les retrouve après forcément de manière plus aisée dans les manifestations culturelles qui vont être portées à l'échelle du territoire. Quel est le positionnement du ministère de la Culture et notamment sur et de la DRAC concernant l'accessibilité à la culture en général? J'ai entendu beaucoup la ministre de la Culture se positionner notamment sur cette question de la ruralité, c'est-à-dire d'aller chercher, amener le printemps de la ruralité, faire des actions en dehors des sites et des villes où il y a une agglomération importante de public. Alors là, on a coutume de dire, et que j'ai une collègue qui est en charge de la culture et de la ruralité, on a coutume de dire que nous, on veut pas opposer les habitants. Il n'y aurait pas les habitants de la ruralité, les habitants des villes, et qu'il y aurait des cultures différenciées, qu'il y aurait des goûts différenciés, qu'il y aurait tout ça. On a des indicateurs sociodémographiques dans la région qui nous amènent à chercher à généraliser l'accès à l'offre et à l'offre culturelle pour tous les habitants, sans exclusive. Et donc l'idée, c'est vraiment de favoriser la participation de toutes et tous, en accent sur le fait aussi on parlait David Pierrut parlait tout à l'heure de l'implication et de la participation des habitants. Ça, c'est vraiment indispensable, de se dire que il y a, ça c'est juste une aparté, nous on parle jamais de public, on parle plutôt d'habitants, puisqu'en fait ça supposerait qu'il y ait un nom public, etc. Donc de se dire qu'on va faire en sorte que chaque habitant ait accès à une offre culturelle, et que ça va aussi passer par l'implication et la participation, puisque ça c'est vraiment important. La participation, on a testé des logiques de participation citoyenne dernièrement pour justement écouter les habitants, et en fait pas arriver avec une offre descendante de se dire en chambre on a choisi un artiste qui va être amené à résider 4 mois sur le territoire. On va vraiment impliquer les habitants et leur dire demain, si vous aviez un artiste, vous voulez aborder quoi comme thématique? C'est quoi les thématiques du quotidien? Le fait aussi, les thématiques, vos problématiques, vos thématiques, des champs disciplinaires que vous souhaiteriez appréhender, puisque effectivement on a des résidences d'artistes où il y a un gros volet jeunesse, puisque la région est très très jeune, et de se dire mais peut-être qu'en fait les jeunes, ils en ont marre d'avoir du rap, ils en ont marre d'avoir du graphe, et peut-être qu'en fait ils veulent autre chose, et peut-être que si on leur proposait un artiste, ils seraient surpris, peut-être intimidés, mais il sera justement là pour créer une relation avec eux et avec les professionnels. Et donc on a testé des logiques de participation citoyenne, on était plutôt surpris. Donc c'est plutôt ça en fait, investir aussi les espaces temps du quotidien, des loisirs,
provoquer la surprise, l'impromptu. Donc c'est un ensemble de fondamentaux, on va dire, d'éducation artistique et culturelle, mais qui ne serait pas soit pour des habitants ruraux, soit pour des habitants des quartiers politiques de la ville. Ce qui les lie, c'est qu'ils sont habitants, qui sont parfois jeunes, donc mais qui ils sont habitants des Hauts-de-France, et donc en fait il n'y aurait pas une offre dédiée à l'un ou à l'autre, et qu'en fait on va chercher à faire en sorte que chacun, s'il le souhaite, puisse participer à cette vie culturelle. Non, moi j'aurais dû commencer par ça, mais en fait je pensais à un exemple. Donc au cinéma, je suis allé au cinéma il n'y a pas longtemps, et j'ai vu En fanfare. Voilà. Donc, et là on avait un dialogue, des fois une confrontation entre deux univers différents, celui de la musique classique et celui des Big Bang. Ah non, comment on appelle ça, des harmonies fanfares. Voilà. Et c'était intéressant parce qu'il y avait finalement le chef d'orchestre qui se déplaçait en fait dans l'harmonie, et à un moment l'harmonie qui se déplaçait aussi dans le lieu de diffusion. Donc voilà, là on a un petit exemple pour moi qui était un peu emblématique, en tout cas qui illustrait un petit peu ce dialogue, des fois confrontation. Moi je pense qu'il y a le mot d'intimidation qui revient quand même beaucoup. Il y a aussi la notion de peut-être validation de pratiques amateurs, artistiques. Personnellement, voilà, j'aime bien la musique électronique, et quand j'ai vu Jeff Mills au musée du Louvre-Lens, je fais ça y est, c'est devenu une vraie culture. Voilà. Bref, donc je voulais rebondir un petit peu là-dessus, et surtout sur cette manière d'associer les habitants dans la coproduction. Parce que du coup ça demande un temps assez long aussi pour d'échange, ça peut pas être ponctuel. Comment vous arrivez, vous, à structurer justement ces échanges entre les habitants et la manière dont ils peuvent intervenir dans différents programmes culturels. Je pense que c'est la dernière slide qui illustre ce propos. Un exemple en tout cas. On a une démarche de plus en plus poussée au niveau de l'agglomération sur l'accompagnement des cinémas de proximité, sur l'accueil aussi de festivals, et on a notamment initié depuis cette année un travail avec des jeunes âgés de 13 à 17 ans qui ont formé un comité de programmation. Donc ces jeunes, on les appelle les influenceurs du grand écran. Ils ont fait acte de candidature. Certains ont été repérés par les centres d'activité jeunesse, d'autres ont été repérés par les communes, d'autres par des associations. Ils sont venus à notre rencontre, et rapidement on a regardé avec eux ce qu'on allait pouvoir imaginer. Alors comment on dit, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, donc c'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose de qualitatif. Surtout si ces jeunes-là sont encore avec nous aujourd'hui, c'est surtout parce qu'ils comprennent le sens, leur parole est entendue, ils participent à la programmation d'opérations, par exemple les Mioches au Cinoche, qui est un programme de cinéma à destination des jeunes du territoire, dans des lieux cinématographiques, mais aussi par exemple au Louvre-Lens. Donc ça leur permet aussi d'échanger avec des médiateurs. Ils ont l'accompagnement d'un critique d'art spécialiste à l'éducation à l'image. Et c'est eux qui ils ont établi en quelque sorte la programmation. Ils ont fait des choix, on leur a donné confiance, ils vont intégrer cet été, dans le cadre du festival Ciné-Comédie, il y a un concours de un concours de court-métrage. Ils vont être membres à part entière de ce concours de court-métrage. Voilà, donc on donne en fait en quelque sorte un peu les clés du camion à ces jeunes pour proposer eux-mêmes les interventions culturelles dont ils ont envie, comme le disait si justement Florence à l'instant, et les choix sont assez surprenants. Parce que
Là, je les ai pas comme ça, en mémoire, mais oui, on pourrait très bien avoir du Shakespeare, par exemple. On n'est pas du tout sur une recherche de choses basiques. Pareil, quand on les fait travailler sur une déclinaison avec des artistes musicaux, ils ont bien compris qu'on n'allait pas leur amener Rihanna, quoi. Donc, mais voilà, c'est plutôt très bien pensé. Ils échangent beaucoup, et c'est tous des jeunes qui ne se connaissaient ni d'Adam ni d'Ève. Voilà. C'est un temps long. Ouais, c'est un temps long. Ouais, comme vous le voyez, c'est un temps long. Et ça, c'est aussi la clé du succès. C'est-à-dire que si vous faites une opération qui dure un mois, voilà. Non, il faut vraiment travailler sur la durée. La clé du succès, c'est le temps long, et c'est aussi l'accompagnement et la graduation. Que effectivement, ces jeunes ou tout autre groupe, et puis c'est très subjectif en plus la jeunesse, mais c'est le fait qu'en fait on leur donne les moyens et on leur montre qu'on va les écouter. C'est pas juste un alibi et de dire vous voulez programmer quoi, ok, vous voulez programmer ça, mais nous en fait on va programmer ça. C'est de leur dire, une fois qu'on vous fait confiance, enfin qu'on vous dit qu'on va vous écouter, on va vous écouter jusqu'au bout. Il y a, à mon avis, donc ça se joue sur la confiance, ça se joue sur le temps long, ça se joue sur l'accompagnement pour les accompagner aussi à être suffisamment outillés, on va dire, pour faire ces choix et pour avoir aussi la vision aussi d'un peu tout ce qui s'ouvre comme panel devant eux. Et donc c'est vraiment là-dessus que ça va se jouer, et ça va se jouer plus que le fait qu'ils aient choisi une place de programmation. Ça va se jouer dans le fait qu'ils aient conscience qu'ils aient une place dans la société. Enfin, il y a un enjeu de dignité, il y a un enjeu de citoyenneté, de montrer que ils sont des humains et qu'ils sont aux manettes de la décision en fait. Mais c'est un peu tous les enjeux qu'on a devant nous à chaque fois. C'est comment initier sans condescendance, comment valoriser sans démagogie, comment tirer tout le monde vers le haut, comment décloisonner les lieux, les moments, promouvoir l'intergénérationnel, parce que là encore on apprend de ses pairs, mais aussi de ses pères et grands-pères, comment ouvrir les horizons, comment développer la curiosité intellectuelle, et ça passe par des fois des choses qui sont très, on dirait, capillotractées, mais pour autant qui font sens malgré tout. Je pense à tout ce qu'on organise nous autour du festival Polar Lens, le salon du livre policier de la ville de Lens, un genre populaire par essence, mais qui là aussi a gagné ses lettres de noblesse, parce qu'à un moment on ne jurait que par la littérature dite blanche. Et tout ce qui était polar, c'était un peu roman de gare, clairement. Et donc petit à petit, et on trace le sillon. Je reviens toujours à ma métaphore agricole, en travaillant à la fois avec. C'est pas juste un déménagement du Furet pour un week-end pour vendre des polars à la Albertin Champ. C'est comment on travaille avec et comment on s'appuie surtout sur les ressources du territoire, c'est-à-dire les étudiants dans leur spécialité, comment ils peuvent accompagner sur cette thématique, qu'est-ce qu'ils proposent, et comment ils peuvent enrichir les propositions, comment les centres sociaux peuvent être associés d'une façon ou d'une autre, comment cette année par exemple on a travaillé avec les EHPAD sur des recettes de cuisine. On pourrait se dire mais c'est quoi le lien, et on arrive toujours à tisser des liens, et c'est fascinant d'ailleurs de voir comment à partir d'un sujet qui est Festival du Salon du Livre Policier, on arrive à tracer des lignes chaque année. Moi ça fait 25 ans que ça dure, enfin pas 25 ans que j'y suis, mais ça fait quand même 25 ans que ça dure cette histoire-là, plus, et où chaque année il y a des nouvelles propositions qui font sens et qui ont vocation à aller chercher les gens là où ils sont et à venir comme ils sont sur le lieu. Donc ça passe par le truchement de tout un tas de choses qui parfois peuvent sembler très éloignées, mais avec une thématique commune. Alors cette année c'est héroïne, c'est les femmes, voilà. Donc comment ce sujet vaste finalement finit par comme ça innerver le territoire, et ça marche plutôt pas mal en fait. Il y a des gens qui découvrent parce qu'à un moment donné ils ont une activité dans le centre social qui n'a rien à voir, mais
d'un seul coup, ils sont happés parce qu'on vient les voir et on leur dit tiens, qu'est-ce que voilà, ils découvrent et puis on va les retrouver sur le salon parce qu'ils auront une proposition un peu originale à mettre en avant. Ils auront ou alors une proposition artistique qu'ils auront développée dans les pratiques ou que sais-je. C'est très vaste, c'est très varié. C'est une façon comme une autre, parmi d'autres, j'ai envie de dire, pas la seule. Et c'est une façon aussi de faire vivre un territoire. Et c'est assez rigolo de voir comment les partenariats s'agrègent année après année, sans autre incitation que le plaisir de partager ensemble, voilà, ce qui est proposé. Le partage, moi je reviens toujours à cette notion de partage. Et si je peux me permettre, enfin je sais pas où on en est là de la discussion, mais ça c'est un truc quand même qui m'interroge dans le développement du numérique. C'est jusqu'à quel point c'est à la fois un outil formidable de démocratisation culturelle. On a dans notre poche pas mal de savoir de l'humanité, il n'y a pas tout, mais il y a quand même pas mal de choses. Il n'y a pas tout. Des fois, on cherche encore sur certains sujets, c'est un peu faiblard ce qu'on nous propose mais on a des réponses à pas mal de choses, et donc c'est un énorme avantage par rapport à avant. Je veux dire, voilà, quand j'étais plus jeune, on va dire. Par contre, ça peut être aussi un frein. Moi, il y a quelque chose qui me frappe, par exemple, c'est que dans les familles, alors ceux qui ont des ados à la maison, chacun écoute avec son casque, chacun regarde ses trucs dans son coin. On n'a plus cette commune. Alors je ne sais pas si c'est mieux ou si c'est moins bien, mais autrefois, voilà, on arrivait à tous à discuter autour d'un café de ce qu'on avait vu la veille à la télé, tout le monde avait vu le même programme. Là maintenant, c'est plus du tout le cas. Alors il y a les communautés Netflix, les communautés qui se parlent des différentes séries qu'ils ont binge regardées pendant le week-end, mais j'ai l'impression que voilà, par moment, moi je sais pas ce qu'écoutent mes gamins par exemple. Ils ont toujours la casque sur les oreilles, ils écoutent pas la même chose que moi, puisque moi j'écoute autre chose, et puis voilà. Donc je sais plus ce qu'ils écoutent, et j'ai l'impression sur certains sujets on partage plus trop. Les gens vont au concert maintenant, t'as l'impression qu'ils regardent le concert à travers leur écran, parce qu'ils filment en même temps, parce qu'il faut quand même pouvoir dire après sur les réseaux qu'on y était, et puis on en a la preuve, parce qu'on a filmé vaguement le truc, et je m'interroge parfois sur comment ce qui pourrait être un facteur de partage qui a vocation à être, les réseaux sociaux, c'est ça que ça nous vend, ça nous vend le rêve du partage universel, et finalement parfois ça peut être un peu excluant au contraire. Et aussi je m'inquiète quand même de l'évolution dans certains domaines d'une société qui s'américanise pas mal, et où je me dis, et pourtant j'aime beaucoup la civilisation américaine, je suis prof d'anglais, je dis, donc voilà, mais comment dire, à certains égards je me dis voilà, comment éviter aussi une globalisation un peu normative, comment faire en sorte que tout ça ne gomme pas les identités diverses qui ont vocation à tout être mises en valeur autant les unes que les autres. J'ai un peu peur de ça malgré tout. Alors je ne sais pas si j'ai raison, peut-être que j'ai tort. J'ai sans doute tort, mais bon, j'aimerais avoir. Non, c'est pas tort ou raison, mais il y a des contre-pieds aussi à ça. Le numérique fait que les artistes vendent de moins en moins d'albums, et pour autant il n'y a jamais eu autant de personnes dans les concerts. Donc voilà, je pense qu'il y a effectivement les générations nouvelles qui jouent beaucoup plus ou différemment que nous avec l'outil numérique, mais voilà, quand il faut effectivement participer à un concert, ils vont au concert, voilà, ils vont plus facilement. Le numérique est un outil, et je pense que voilà, si on reprend l'idée du jeu vidéo, je ne sais pas si vos adolescents, c'est vos enfants, je ne sais pas s'ils sont ados, en tout cas, oui, ados, je vous propose de jouer avec eux, parce qu'en fait, il suffit de leur poser la question, quand ils jouent aux jeux vidéo, en fait, ils ne sont pas tout seuls, ils sont très souvent avec leurs copains, avec le casque, en train de partager un moment incroyable, et il y a même des rencontres, des histoires d'amour qui se passent dans des mondes numériques. Donc je pense que en fait il faut toujours faire la part des choses, il faut vivre avec son temps. Le numérique est un très bon moyen
permettre au plus grand nombre voilà, il y a des nouveaux modèles économiques, les séries. J'ai appris récemment qu'il y a des personnes en fait qui se donnent rendez-vous pour regarder une série en même temps en ligne. En fait, c'est une nouvelle pratique justement. On peut s'appeler avant de commencer à regarder sa série et voilà, se connecter en même temps. Donc, je sais pas, mais par rapport à cette, on pourrait dire, fragmentation de culture populaire, avec des genres, des sous-genres, des sous-sous-genres, voilà, qu'est-ce qui pourrait faire culture commune? Alors, petite dédicace. Mais qu'est-ce qui pourrait faire culture commune et quel est notre rôle, en tout cas le rôle des acteurs, pour faire cette culture commune? Peut-être le rôle d'assemblier, justement, puisque on dit depuis tout à l'heure qu'il n'y a pas d'un côté une culture savante, de l'autre côté une culture populaire, et que c'est le fait de se rencontrer sans et ne pas dire que dans culture populaire il n'y a pas d'exigence artistique, justement, et ce serait vraiment le piège. C'est jouer le rôle d'assemblier ou justement comment peut-être qu'en fait juste pour le moment ils sont intéressés par les jeux vidéo et que ça peut être un outil pour aller les chercher et de les amener vers autre chose. Nous, on a testé une résidence mission et c'était autour des arts numériques. Et ça a été un outil justement intéressant pour aller vers les jeunes et les interroger aussi sur leur pratique du numérique. Je sais qu'il y a aussi une hybridation maintenant jeux vidéo en amont de séances de cinéma. Donc ça fait des liens intéressants. Et c'est aussi sûrement un fait générationnel et l'évolution de la société. Moi, j'ai envie de citer, je ne sais pas, David Lynch, qui vient de disparaître, qui avait fait un très beau film qui s'appelait Elephant Man, qui disait, en fait, parfois, on a peur de ce qu'on ne comprend pas. Moi, j'ai envie de dire que, voilà, en fait, notamment sous la culture populaire, souvent, on a peur de ce qu'on ne comprend pas et on a peur de... C'est la question d'aller vers l'autre et notamment sur des friches, des territoires, des terrains qui nous semblent être très éloignés. Mais en fait, c'est juste avoir une sorte d'étincelle de curiosité et on découvre en fait des mondes extraordinaires et des choses incroyables. On a vu ce que ça pouvait donner avec la libération des Jeux Olympiques. Oui, voilà. Ouais. Avant de... Je voulais juste peut-être pouvoir, comme il s'agit d'une conversation, pouvoir donner la parole aussi au public et voilà, donner l'occasion de poser des questions. Donc je me lève et je peux... voilà. Bonsoir, moi j'avais une question, c'était au sujet du Pass Culture, qui semble être un outil vraiment intéressant pour démocratiser la culture. Est-ce que vous pourriez le commenter, expliquer peut-être des éléments bilanciels, si ça marche, les failles, etc. Voilà. Voilà, je pense que ça peut être ça. Oui, c'est quoi la réponse? J'ai pas entendu. Récemment, il y a eu le rapport de la Cour des comptes. Savoir est-ce que c'est efficace ou pas. Ça coûte cher. Ok. Oui, j'avais lu qu'il y a beaucoup d'achats de jeux vidéo. Enfin, et de mangas. Tant mieux. On est là. Pas que, il y a justement des études qui montrent que les jeunes, effectivement, la critique a été beaucoup qu'ils achetaient beaucoup de mangas. Et en même temps, ça amène aussi à lire et ça autonomise aussi les jeunes dans leur achat culturel. Et ça peut créer des habitudes, tant mieux. Effectivement, il y a eu des articles récents, etc. Donc je vous invite à lire. Et puis voilà, c'est pas moi j'ai une collègue qui vraiment suit le Pass Culture, donc j'irai pas. On a un enjeu. J'ai une mission plutôt dans culture et politique de la ville. Nous, l'enjeu qu'on y voit, en tout cas, c'est comment on fait en sorte de mener des actions avec les acteurs de l'éducation populaire, du champ social, pour que, en tout cas, un jeune en âge de bénéficier du Pass Culture, qui est habitant en quartier politique de la ville, puisse être accompagné
avoir l'information absolument pour utiliser cet outil, puisse être accompagné aussi, et les chiffres montrent qu'il n'y a pas de décrochage, en tout cas dans les Hauts-de-France, entre les habitants des quartiers politiques de la ville et les jeunes qui ne sont pas si habitués en quartier politique de la ville. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle, et des consommations qui sont du même ordre et globalement les mêmes, avec une petite sollicitation un peu plus du cinéma dans les quartiers politiques de la ville. Il y a d'autres questions? Oui. Merci. C'est pour Monsieur David, Monsieur Birrou. Vous disiez que vous avez travaillé porte à porte, vous avez fait un porte à porte. C'est carrément ça. Vous allez maison après maison, vous faites la sonnette, et vous présentez, vous racontez un peu ce que vous faites. C'est ça? Et en tout cas, c'est une équipe, c'est une seule personne. Comment ça se passe? Alors, à la maison syndicale, on a depuis un an réuni l'ensemble de la direction culture, sport et patrimoine de la CAL. On est 13 personnes. Donc on est très solidaires les uns des autres par rapport aux programmations qui sont proposées. Alors simplement, c'est que au début on a juste distribué un flyer dans la boîte aux lettres. Et puis on s'est rendu compte que le flyer déposé dans la boîte aux lettres, il n'avait eu aucun impact. On voyait les gens qui passaient, qui regardaient, qui ne s'arrêtaient pas. Et puis collectivement, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour Et effectivement, on a pris ce principe donc on a toujours le petit flyer qu'on laisse aux gens et on tape à la porte. En général, on vient à 2. C'est l'occasion aussi d'engager une discussion. On prend le temps qu'il faut. On vient leur dire on vous avait déposé un flyer cette semaine, est-ce que vous avez eu le temps de le voir, ça c'est non, j'ai rien vu, ou oui justement, est-ce que vous avez l'intention de venir, on serait content de vous y accueillir, est-ce que vous avez des enfants, si vous avez des enfants, on propose ça parce que on l'a pas mis, mais à chaque fois, il faut être un peu malin, donc faut avoir un petit goûter. Faut proposer un petit verre de l'amitié. Mais alors, ce qui est marrant, c'est, je sais plus qui le disait tout à l'heure, c'est que donc oui, forcément, les gens, ça leur fait un plaisir dingue de se dire on vient nous parler, on vient nous montrer qu'il y a des choses qui sont pour nous. Et oui, c'est demain encore, on fait ce week-end une opération sur l'exposition autour de la BD, et les collègues refont ce même principe. Ils vont également, avec l'accord de la municipalité et du président de la CAL, on va aussi sur le marché distribuer les petits prospectus, parler avec les gens sur les opérations qui se mènent sur le territoire. Vous avez dit que 50% des gens répondaient... Au moins 50% des gens à qui on a tapé à la porte, effectivement, nous font le plaisir de venir. Mais alors, c'est des opérations qui sont longues. On est sur des opérations qui durent 2 mois, 2 mois et demi. Mais pour autant, on a une journée spécifique ou un week-end spécifique où c'est réservé pour eux. Et oui, je voulais le signaler tout à l'heure. Quand on reçoit les gens, c'est étonnant parce que on a eu des habitants qui nous ont dit « Oh, mais c'est super la maison syndicale, j'habite à 200 mètres, j'étais jamais rentré. » On a des gens qui « Ah, vous habitez telle rue? Ah moi je suis votre voisin. » Mais ils se connaissaient pas. C'est assez incroyable. Et puis d'autres qui nous racontent leur histoire. Donc on connaît tous d'eux, maintenant, ça y est. Est-ce qu'il y a... Oui. Bonjour, alors je m'en suis noté 5-6, mais je ne vais pas toutes les poser, promis. Moi, je me posais la question, comment, d'après vous, la culture populaire peut
peut-elle encourager le dialogue entre les générations? Est-ce que les anciens peuvent s'intéresser à la culture des plus jeunes? On en parlait tout à l'heure justement. Mais est-ce que les plus jeunes aussi, inversement, peuvent s'intéresser à la culture des plus anciens pour mieux appréhender tout ça? Je ne sais pas si c'est clair. Si. Enfin, oui, moi je pense que, à titre personnel, et puis aussi oui, c'est possible et c'est envisageable. Tout dépend. D'abord, la culture, c'est un long processus. Il faut se donner du temps. On parle du pass culture tout à l'heure. Si on évalue les trucs 6 mois après, je veux dire, ou très peu de temps après, on n'a pas. Il faut se donner vraiment du temps parce que se cultiver, ça prend du temps. Voilà, ça se fait pas comme ça en 2 coups de cuillère à peau. C'est des tentatives, c'est des essais, c'est comment. Le tout, c'est de pas dégoûter les jeunes d'emblée. C'est pas qu'ils aient envie de. Et inversement, c'est d'arriver à effectivement ouvrir une certaine génération à des choses qui n'ont pas. Auxquels ils n'ont pas été initiés tout simplement. Bon, mais je parlais. En même temps, il y a des choses. Je me dis, manga. Normalement, même les plus de 50 ans devraient pouvoir s'y intéresser. Les jeux vidéo. Moi, je suis d'une génération qui a été fascinée par Pong. On regardait la ligne blanche là, puis le truc. Voilà, ça a bien évolué le jeu vidéo, mais je veux dire, déjà les quinquagénaires sont. D'ailleurs, c'est ceux qui jouent beaucoup aux jeux vidéo, c'est pas que les plus jeunes, j'ai envie de dire, c'est les cadras, les quinquas un peu moins, je pense. Enfin moi en tout cas. Bon. Mais n'empêche qu'on connaît quoi, c'est pas quelque chose qui est hors de notre champ. Alors après, effectivement, montrer à un gamin, alors où on a un peu plus de mal, c'est sur par exemple le cinéma en VO en noir et blanc. Des trucs un peu antérieurs à leur naissance, le temps long aussi, parfois ça peut être un peu compliqué, et à l'inverse pour les plus âgés, moi j'ai un peu de mal à lire les mangas personnellement, je suis un peu formaté pour lire les trucs dans l'autre sens, donc je sais pas dans quel sens prendre les. J'ai bien essayé mon fils de me faire lire ces trucs, mais je dis ouais mais moi j'arrive pas. Je sais pas dans quel sens lire les images, je suis hyper perturbée par ça en fait, et donc ça m'empêche de rentrer vraiment dans le truc. C'est pas que j'y mets de la mauvaise volonté. En fait, je pense que c'est vraiment cette histoire de rendre curieux les gens malgré tout, de faire de la curiosité non pas un vilain défaut, mais une magnifique qualité. Et ça, on est aussi un peu formaté par cette idée. La curiosité est un vilain défaut. Voilà, on l'a bien en tête ce truc-là. Alors que c'est pas de la curiosité dont il est question, c'est de l'indiscrétion éventuellement, mais pas. Et la curiosité, au contraire, c'est quelque chose qui fait avancer le monde. Si les gens n'avaient pas été curieux, on serait pas sortis de nos cavernes. Clairement, on serait resté bien au fond, bien au chaud. Enfin. Un peu moins au froid, on va dire, parce qu'à un moment, il faut bien, pour appréhender le monde, être curieux. Et les gamins, c'est bien ce qu'ils font dès leur plus jeune âge, donc il faut encourager ça. Alors parfois, c'est un peu déprimant, moi qui suis au quotidien dans mon métier au contact d'ados rebelles, de 4e, 3e, c'est pas toujours facile, mais on y arrive quand même, on y arrive. Et eux-mêmes, et puis on apprend aussi à leur contact beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'est pas le même enseignant quand on commence à 25 ans que quand on a 30 ans de carrière et que du coup on a l'âge d'être leur grand-mère. Là, on avait l'âge d'être leur grande sœur au début. Forcément, les choses évoluent, mais on apprend aussi beaucoup les uns des autres. Et je pense que ce partage intergénérationnel, il est fondamental en fait dans ce qu'on veut, dans ce qui doit être développé en tout cas comme offre, pas cloisonner les gens dans un schéma. Et moi, c'est quelque chose que je constate parmi des élèves du conservatoire, par exemple, qui ont été très jeunes. Ils n'ont pas ce problème-là de se dire j'apprends. Ils font du chant, par exemple. Ils ont des classes vocales, je sais pas comment ils appellent ça. Et à Lens, ils étudient. Non, mais même pas les chams. Vraiment, ceux qui vont au conservatoire classiquement, j'ai envie de dire, dans le parcours, ils doivent faire de la chorale aussi. Ils apprennent des chants du répertoire français. Tout va très bien, Madame la Marquise. Moi, quand mes gamins m'ont chanté ça la première fois, je me suis dit voilà, c'est pas banal. Et en fait, ils sont pas, ils sont pas choqués par ça. S'ils y ont été habitués très tôt, finalement, parce que ça les empêche pas d'écouter leur rap à côté. Donc je pense que c'est vraiment une histoire de comment on arrive à dire aux gens, mais en fait vous n'avez pas à être cloisonné dans vos goûts. En fait, l'un n'empêche pas l'autre, et ça n'exclura pas que vous préfériez Rina Ketty à je sais pas moi, à Jul, mais en attendant
voilà, les deux alors je sais pas si ça se vaut, mais les deux ont une légitimité dans la mesure où ça vous plaît à vous et pas à moi, mais en même temps ça m'empêche pas de. Et puis on peut ne pas aimer, mais connaître, quoi. C'est ça aussi la culture. C'est pas forcément adhérer au truc. On peut ne pas être transcendé par telle ou telle exposition d'art contemporain très enfin qui va très loin dans le concept. Et où on se dit ouais, j'ai pas tout compris, et ça on y est tous confrontés parfois, ou de la musique très expérimentale où on se dit oula. Mais ça c'était un truc qui m'avait frappé en visitant un musée avec des élèves. Il y avait une première partie, c'était de l'art contemporain, donc voilà, assez accessible quand même. Il y avait un peu d'installation, un peu de vidéo, voilà. Et puis à la fin ça se terminait par une espèce de salle où là il y avait des statues du 19e siècle copiées à l'antique. Et là les gamins, le cri du cœur, enfin de l'art. Et je m'étais dit, disons, vous êtes. C'est marrant, je dis, comme vous êtes vachement démodés dans vos goûts en matière d'art plastique. Ils sont pas du tout. Enfin, ils me paraissaient beaucoup moins réceptifs. Je dis, c'est comme si vous continuiez à écouter Mozart. Ils me disent, non. Je dis, oui, mais quelque part, c'est assez marrant cette dichotomie qu'il peut y avoir entre. Ils sont plastiquement. Alors peut-être parce qu'ils sont dans un environnement chez eux où voilà, visuellement ils ont quelque chose d'assez classique sous les yeux. Et donc ils sont imbibés par ça, mais ils sont beaucoup moins avant-gardistes finalement parfois sauf les trucs qui les bluffent effectivement sur leur téléphone, les choses numériques, les petites choses. Mais il y a des trucs rigolos qui interviennent. Le retour en grâce par exemple, des loisirs créatifs type crochet, voilà, moi c'est macramé, moi c'est ma grand-mère quoi, le crochet, et c'est ma fille, et moi entre deux j'en fais pas, et ils arrivent à faire des trucs très créatifs à partir de ça. Mais voilà, on a toujours ce retour en grâce de certaines choses. On parlait des vinyles tout à l'heure, d'un seul coup ça redevient le truc sympa, le bel objet à avoir, parce que le fichier son c'est moins sympa quoi en fait, que d'avoir une belle pochette de disque. Ouais, non mais par moment, je trouve aussi que le public peut avoir aussi sa. On parlait tout à l'heure de définition, c'est quoi la culture populaire, etc. On a des fois des postures qui peuvent être un peu étonnantes. Cette année, on a essayé de bousculer un petit peu les choses. Par exemple, on parlait tout à l'heure c'était autour le rapport qu'il pouvait y avoir avec le Louvre-Lens et puis la présence du stade Bollaert à proximité. C'est clair que le stade Bollaert, c'est l'endroit où le cœur de toute la région, on dit, au-delà de la métropole, au-delà de l'Ancien-Vin, résonne. Et c'est un lieu qui pour moi est un lieu patrimonial très fort. Et on a eu le culot de candidater à l'émission de Berne pour le monument préféré des Français. Alors je peux vous dire que c'était, je pense, assez culotté, parce que autant on a eu une expression populaire assez forte avec des gens qui nous disaient oui, forcément, bien entendu, vous imaginez, ça a été construit par les mineurs, la mine est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc forcément, et puis toute la symbolique, les chants, le patrimoine immatériel, etc., etc. Et puis on a eu une flopée de personnes qui nous disaient mais qu'est-ce que c'est que ce truc, mais n'importe quoi, on est prêt à tout, en quoi, depuis quand c'est un élément patrimonial, ne pas mélanger sport et culture, enfin bon voilà, on a eu ces exemples là. Donc je rejoins ce que tu viens de dire à l'instant, c'est que bousculer oui, mais des fois on prend des risques quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, je voulais avoir votre avis sur la gratuité des spectacles et l'accès à tout ce qu'on peut proposer, et s'il n'y a pas justement un effet inverse sur la valorisation réelle de l'artiste et leur représentation. La gratuité toute seule, elle fera pas venir la personne, je pense. On l'a vu par exemple sur les transports gratuits. C'est pas parce que les transports sont gratuits que les gens prennent les transports en public. À Dunkerque, ça s'est accompagné de mise en œuvre de services qui sont
plus d'arrêts de bus à proximité de chez les gens, des sites propres, donc les gens savent qu'ils prennent le bus et ils seront pas en retard. Donc en fait, c'est peut-être la gratuité, c'est le dernier frein qui, parce que la proposition va être gratuite, les gens viendront. Mais si les gens sont pas accompagnés, si les gens, il n'y a pas de la médiation, il n'y a pas tout un travail de fond, mais pas que des acteurs culturels. Il y a un travail avec les professionnels du champ social, les professionnels de la jeunesse, les professionnels qui sont au contact régulier des habitants. Ben, ça fonctionnera pas. Les gens viendront, à mon avis, pas plus parce que c'est gratuit. Et c'est un outil, mais un outil qui doit s'accompagner de plein d'autres choses pour vraiment provoquer le déplacement et la venue de la personne. Bah, par exemple, moi j'ai coutume de dire un match de catch, comme ça a priori ça m'intéresse pas. Si on me dit tu peux aller à un match de catch, si c'est gratuit, je dois y aller toute seule, je vais me dire bof en fait. Par contre, si j'ai une bande de copines qui me dit allez viens, on va se voir un match de catch, bon bah la curiosité fera que, et puis le fait que tu te dis bah de toute façon au pire ça m'intéressera pas davantage, et peut-être que je ferai une rencontre formidable avec cette forme hybridée de sport et culture, sport et spectacle. Peut-être que ça sera une grande découverte, au contraire. Mais à un moment donné, le déclic, ça sera pas que le fait que ce soit gratuit. C'est pas parce que c'est gratuit que j'ai envie d'aller à une convention de tuning, par exemple, ou je ne sais quoi. Enfin, et non pas que je méprise le truc. C'est juste, a priori, ça m'intéresse pas. Et donc, si j'ai pas quelqu'un à un moment qui me dit ah ouais, mais tu devrais venir. Et ça, c'est important. Ce que je disais, cette initiation par les pairs. Et c'est pas forcément. C'est compliqué parce que c'est pas forcément l'école. L'école fait, par exemple, depuis des années, des décennies, on sait que c'est pas forcément suffisant d'amener les élèves au musée régulièrement. C'est pas parce qu'on les amène qu'ils ont vu des trucs que ça va forcément provoquer le déclic. Le déclic, il provient parfois d'autres choses, d'une relation interpersonnelle avec quelqu'un avec qui on a envie de partager quelque chose. C'est beaucoup plus, on est plus dans le, c'est pour ça que c'est compliqué parfois. Hein. C'est vraiment l'initiation par quelqu'un qui va nous stimuler. Et qui est pas forcément l'enseignant. Ça peut être un enseignant un peu charismatique qu'on adore et qui d'un seul coup va nous ouvrir des horizons. Mais on sait bien en tant qu'enseignant qu'on aura beau amener toute une classe 10 fois au musée pendant l'année, peut-être que. Et puis on en a qui ce jour-là ne viennent pas, des gamins. C'est-à-dire leur sortie, ils préfèrent ne pas venir, ils préfèrent rester à la maison plutôt que de venir à un truc. Qui sort de leur... Et bon, c'est gratuit, on les transporte, mais voilà, les freins sont encore trop forts. Et la gratuité, en plus, la tendance à penser que si c'est gratuit, c'est que ça vaut rien, elles peuvent être vite ancrées aussi. Hein. Si c'est gratuit, c'est que ça doit pas être terrible. Hein, c'est un peu ça aussi, des fois, le risque. Et peut-être pour compléter, l'Ipsos a fait une étude sur les pratiques culturelles des habitants des quartiers politiques de la ville il y a le courant de l'année dernière. Ils ont interrogé les habitants sur pourquoi, si vous ne fréquentez pas les lieux culturels, pourquoi. Il n'y a pas de sentiment de désert culturel. À l'inverse, justement, on parlait du printemps de la ruralité. Et je pense que c'est un peu plus fort en ruralité. Il n'y a pas du tout de désert culturel. Ce qui revient le plus, c'est manque de temps et manque d'envie, manque de propositions qui me correspondent. Et le manque de ressources financières, en tout cas, dire que ce serait le frein, il apparaît plus loin. Quand on paye une place de théâtre entre 5 et 10 euros et on se dit finalement qu'est-ce qu'il y a derrière ce prix-là en fait, et est-ce que le public il est mal informé sur justement toute la coproduction, la subvention, et vraiment se rendre compte de ce qu'il y a derrière en fait. Peut-être effectivement de la pédagogie, je sais plus, un coût fauteuil moyen, il me semble que c'est 150 euros, je crois, dans les
je sais plus si c'est scène nationale ou autre. Ouais. Et donc c'est peut-être aussi ça, c'est faire de la pédagogie et de dire en fait c'est pas gratuit. Il y a derrière des politiques publiques, des acteurs, etc. qui font en sorte d'essayer de démocratiser et de faire venir. Mais effectivement, comme disait Madame Corr, c'est pas, ce sera pas le déclic pour les gens. Ce sera une raison, mais effectivement avec le fait qu'ils vont sûrement vivre quelque chose d'assez convivial, d'aller effectivement entre voisins ou entre amis, ou quelqu'un qui dit ah bah ce soir il y a ça, et ça va provoquer plutôt un fait de sociabilité plus qu'un fait culturel peut-être pour certains. Merci déjà pour les échanges. J'avais une question. On a beaucoup parlé de tout ce qui était porté par les pouvoirs publics, donc au niveau de la culture. Et je voulais savoir quels étaient un peu les soutiens qui pourraient être apportés, par exemple, à des initiatives privées pour encourager la culture dans notre quotidien, que ce soit au niveau associatif. Par exemple, voilà, on a une association qui s'appelle Espoir pour Lens. On va faire venir un artiste de la Suisse et on va payer nous-mêmes le cachet, etc. Et faire découvrir un peu cet artiste qui fait de la BD, qui fait des contes, etc. Et je voulais savoir un peu quels étaient les soutiens qui pourraient être apportés. Merci. C'est très variable. Après, ça c'est vraiment au cas par cas là pour le coup, parce que des propositions émanant d'associations, on en a, hein, mais on n'en a pas. Enfin, on n'en a pas énormément finalement. Donc après, c'est en fonction de ce qui est proposé, en fonction de comment. Si le public va être accueilli gratuitement, ça peut être de l'aide en nature, ça peut être plein de choses. Moi, on a du mal à se prononcer comme ça de façon générale sur quelque chose, parce que chaque proposition est différente par nature. Donc, on va dire, il faut venir nous voir avec le projet, le budget, ce qui est envisagé, ce que vous attendez comme aide éventuelle de la ville. Ça peut être plein de choses en fait. Ça peut être un lieu, ça peut être un accompagnement, ça peut être, tout dépend. Tout dépend des objectifs affichés du projet, du public touché, de comment. Enfin, c'est très très variable en fait. Donc moi j'ai un peu du mal à répondre comme ça autrement que de me dire passez me voir. Enfin, et puis on en discute. Parce que puis l'agglo c'est un peu les mêmes. J'imagine c'est un peu les mêmes. Déjà, c'est important ce que tu viens de rappeler, c'est que toutes les demandes sont forcément étudiées. C'est pas voilà. Non, forcément, on regarde ça de près. Alors, nous, au niveau de l'agglomération, on a une différence par rapport à la ville de Lens, c'est que on a obligation de proposer, ou en tout cas d'accompagner des projets qui ont une dimension supracommunale, c'est-à-dire que soit parce qu'elle va avoir un rayonnement qui va être au-delà des frontières d'une simple commune, ou aussi parce que la proposition artistique elle va être développée sur plusieurs communes. Après, on a plein de leviers d'accompagnement, on a des appels à projets à plusieurs reprises dans l'année. On était encore la semaine dernière avec un jury, avec notre vice-présidente en charge de la culture, sur finalement une dizaine de projets qui nous étaient proposés, et sur les 10 projets, je crois qu'on a dû en accompagner 7. Donc voilà, c'est pareil, hein, comme tu viens de le dire, c'est un peu au cas par cas. Alors nous, on va lancer un appel à projet, on a un cahier des charges. Alors certains nous disent, ouais, mais ça commence à devenir pénible, on est toujours obligé de répondre à des cahiers des charges, vous avez des critères, etc. Simplement, si on a pris cet angle d'approche, c'est souvent justement pour aller au devant des initiatives des associations ou des initiatives des artistes, parce que finalement si on n'avait pas ces appels à projets, très peu
peut-être oseraient finalement nous interpeller sur le sujet. Voilà, donc c'est aussi un moyen de repérer des propositions. Alors la logique quand même d'accompagnement, elle est quand même dans un délai relativement court. C'est-à-dire que c'est de l'impulsion à une dynamique. Voilà, l'argent public, vous savez qu'il se raréfie de plus en plus, et il peut pas être là pour entre guillemets financer des structures dans la durée. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut aussi que l'accompagnement il aille, il permette d'initier la dynamique, mais il faut que chacun trouve son modèle pour développer d'année après année. Ouais, c'est ça. On a des critères. Enfin, c'est de l'argent public, donc effectivement, on fait pas ce qu'on veut avec. Et puis c'est pas le fait du prince. Enfin, à un moment donné, il y a des politiques culturelles qui ont été déterminées par une équipe municipale en place. Donc c'est pas. On regarde au regard des objectifs affichés du projet, du public touché, si ça correspond bien et jusqu'à quel point on peut aller. Donc l'accompagnement il est très variable. Est-ce qu'on peut faire enfin voilà, il faut que ça réponde à des objectifs qui peuvent être simplement des objectifs d'accompagner des initiatives associatives, parce que c'est important que les associations se développent et fassent vivre le territoire. Ça peut être, oui, c'est un projet qui va vocation à toucher la jeunesse et c'est un cœur de cible dans les actions culturelles, ou ça va en direction de publics qu'on a cœur à toucher. Voilà, si c'est pour financer, alors je dis pas que c'est ça, hein, mais si c'est pour financer un genre d'entre-soi entre gens initiés, puis ce qui est pas très ouvert à un public différencié, on sera quand même un peu moins ouvert sur la question précisément. Si c'est très refermé, très c'est compliqué. Il faut que nous on puisse le défendre aussi et défendre le fait qu'on a accompagné ce genre de projet, parce qu'on est quand même regardé aussi, on est comptable de ce qu'on fait, donc il faut qu'on puisse savoir les arguments qui vont bien aussi en direction de la population, enfin des gens qui nous ont élus, hein, tout simplement, et puis effectivement de tous nos garde-fous par rapport à l'argent public. C'est ça les règles d'action. Après, si ça répond effectivement à des enjeux de politique municipale identifiés, si ça répond à tout un tas de critères, si c'est pas hors budget, ça aussi, hein, parce que on peut pas mettre tout le budget sur une assoce, ça se regarde, mais ça se regarde un peu finement, c'est-à-dire qu'il faut arriver déjà avec quelque chose d'assez écrit, à budget un peu prévisionnel, enfin des choses un peu tangibles, quoi. C'est difficile de répondre comme ça, et puis après c'est instruit et puis on dit ça on peut, ça on peut pas, ça on peut, ça on peut pas. Dans la mesure du possible, c'est de trouver des solutions. Sinon moi T'avais une question, Alexandre? Non. Ok. Je ne sais pas si j'avais une question, parce que en fait dans l'intitulé il y a culture populaire. Qu'est-ce que ça dit de nous? Et alors, comme vous êtes les unes et les autres engagées personnellement dans cette question de la culture, pas seulement de la culture populaire, est-ce que vous pourriez nous partager? Donc, qu'est-ce que ça dit de vous? Est-ce qu'il y a un objet, une série, vraiment au tac au tac, essayez de réfléchir, un objet, un jeu vidéo, une série, un film, une pièce de théâtre qui vous identifiez et qui vous a complètement marqué dans votre vie? C'est piège. Ouais, non, je sais pas. Hein. Mais pour conclure. Mon Dieu. Non, là comme ça, non, oui, c'est un peu. Je vais réfléchir. Elle a une idée, là, apparemment. Non, c'est parce que tout à l'heure on parlait de Stadium, et moi c'est vraiment une des pièces que j'ai pu voir qui m'a le plus marqué, vraiment. Enfin, il y en a quelques-unes comme ça où quand on me demande il y en a 3, et il y a Stadium, parce que pour moi c'était vraiment tellement réussi. Et en fait, tout à l'heure vous évoquiez j'ai pas envie d'aller voir un match de catch. Moi je dis exactement toujours la même métaphore sportive, c'est
moi j'ai pas envie de faire de sport, on a beau me dire c'est gratuit, viens, tout ça, bah, si on vient pas presque me chercher par la main pour me dire non mais ça va bien se passer, tu vas pas mourir à la fin et tu vas peut-être même y prendre goût, bon je sais jamais arrivé encore la phase tu vas peut-être y prendre goût, mais en fait voilà, c'était 2 mondes où moi je travaille dans la culture où effectivement je suis absolument convaincue, etc. Et souvent, j'ai à l'inverse eu des collègues qui travaillaient plutôt dans le champ sportif et on était en train de se regarder comme 2 bêtes étranges en se disant dis donc, on se fait quand même l'une et l'autre se faisant beaucoup de mal. Et justement, Stadium, c'était vraiment la rencontre et la rencontre réussie entre voilà, un monde ultra sportif et un monde ultra culturel. Et en fait, on a un dénominateur commun entre nous et on va se retrouver à cet endroit-là. Et donc moi, ça fait vraiment partie de... Et si il fallait retenir un dernier, parce que pour moi culture populaire et tous les échanges qu'on a eus sur la culture populaire, sur le patrimoine, etc., on est obligé de citer quand même Aya Nakamura et la garde républicaine au JO, parce que pour ça c'est quand même l'un des plus beaux moments qu'on ait connu dernièrement, je trouve, en matière de la rencontre culture populaire, culture dite savante, etc., et que ça a été absolument magnifique. Ouais, moi je l'ai, mais bon. Oui, non, mais moi j'ai un souvenir impérissable, c'est au moment de l'ouverture du Louvre-Lens, la Galerie du Temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez l'œuvre qui était au bout de la galerie, hein, La liberté guidant le peuple, et on se retrouve finalement à 5 dans la galerie parce que tout le monde est parti à la collation. Et quand on est face à cette œuvre-là à Lens, où pendant longtemps je me disais, et en plus moi je suis arrivé à l'Aglo il y a bientôt 20 ans, parce qu'il y avait eu la décision du Louvre qui avait été confirmée, et j'intégrais les équipes qui allaient pouvoir accompagner l'arrivée du Louvre dans des dynamiques pas que culturelles. À l'époque c'était surtout autour du tourisme. Et voilà, pour moi ça a été un moment extrêmement fort de se dire je suis pas ici par hasard, et bien entendu la liberté guidant le peuple, je crois qu'on est en plein dans le sujet d'aujourd'hui, parce que cette œuvre elle est symbolique du peuple et aussi du travail avec le public, avec les habitants, et de l'investissement qu'on porte pour les habitants. Moi, en y réfléchissant, parce que alors du coup j'ai plusieurs trucs qui me viennent en tête. Moi, je ne remercierai jamais Eddie Mitchell et sa dernière séance de m'avoir fait découvrir ado des films qui dataient d'avant ma naissance et que j'ai quand même bien aimé. Donc voilà, ça c'est une première chose. Deuxième chose, j'ai le souvenir aussi comme quoi les sorties scolaires ça joue aussi. J'habitais Nantes à l'époque, hein, donc je me souviens être allé au lycée, je pense, c'était au lycée, voir Écuse de Peter Shaffer dans une mise en scène très épurée, très... Enfin bon, c'est un spectacle qui m'avait beaucoup marqué, hein, qui m'avait beaucoup marqué parce que voilà, c'était peut-être une première rencontre avec une mise en scène un peu, enfin en tout cas c'est quelque chose, j'en garde un souvenir, et ça nous avait scotché les lycéens d'époque. Et puis dans la Galerie du Temps, première version, cette petite tablette de 5000 ans où le cartel disait lettre d'une mère à son fils, et où je me disais waouh, qu'est-ce qui restera des SMS que j'ai envoyés à mon gamin ce matin. Voilà. Ah oui, alors moi alors en plus on est dans une médiathèque, donc je tiens vraiment à saluer, rendre hommage, vraiment féliciter le travail de toute la médiathèque. Moi j'habite en Normandie, donc à Caen, et la bibliothèque du quartier était juste phénoménale. Je me souviens de 2 choses, c'était que pour écouter de la musique on avait droit à des équipements Bang & Olufsen. Juste ça, c'était super sympa pour tous. Et puis j'avais accès au Métal Hurlant. Donc bande dessinée qui était faite pour adultes, mais j'étais adolescent, et voilà, c'est toute cette culture s'ouvrir à d'autres mondes de la bande dessinée. Ben voilà, ça moi je dois aux médiathèques, donc big up aux médiathèques. Zéphyr. Bonjour, alors comme c'est un échange, je vais aussi donner mon avis déjà, et je me présente, je suis Zéphyr Mas, auteur-illustrateur dans les Hauts-de-France,
Et alors, une œuvre qui m'a marqué personnellement, parce qu'il y a une petite histoire personnelle, mais bon, je vais pas vous raconter ma vie, mais c'est un album que j'ai découvert pendant mes études et qui m'a profondément marqué, un album illustré d'un illustrateur italien qui nous a quittés en 2007, je crois, qui s'appelle Sergio Topi. Il est assez méconnu, mais quand je l'ai découvert, c'est devenu vraiment une grande référence pour moi, parce qu'en fait, il a illustré un album sur les 1001 nuits. En fait, c'était son premier album que je découvrais. Et sa façon dont il a illustré et raconté son histoire, déjà, c'était pour moi personnellement une découverte de ses contes. Et par la suite, ça m'a permis aussi de découvrir d'autres albums, parce que comme c'est un illustrateur qui a abordé plein de sujets différents, ça m'a permis de découvrir des contes de la Toscane, des aventures en Afrique, bref, plein de choses. Donc je peux dire qu'en termes de culture, c'est une œuvre qui m'a personnellement profondément marqué. Et si vous ne connaissez pas, je peux que vous encourager à découvrir ce qu'il a fait. Donc voilà. Merci beaucoup. Je souhaite conclure cette conversation, cette première, vous ouvrir sur tous nos prochains rendez-vous, surtout le prochain. 25 février, ça se passera au Louvre-Lens Vallée. L'art de prendre la parole et de la donner. Je vois parmi vous des personnes qui pourraient ne pas connaître Louvre-Lens Vallée. C'est en fait un lieu d'innovation, incubateur d'entreprises culturelles qui est basé à Lens, en fait, entre le stade, le Louvre-Lens et ici, en fait, c'est à 5 minutes, 84 rue Paul Bert. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir pu ouvrir cette conversation à l'extérieur de notre lieu pour pouvoir envisager aussi cet échange de voisinage et de bonnes pratiques avec les acteurs qui font aussi la culture populaire à Lens. Je vous encourage à prendre les programmes des prochaines conversations. À nouveau remercier nos intervenants qui ont été qui se sont prêtés au jeu de cette conversation. Florence Lemoine, que je vous demande d'applaudir. Hélène Corr, David Pierrot, mon compagnon de conversation animation Thierry Humbay. Vous invitez aussi à venir à Louvre-Lens Vallée le 6 février pour une classe de maître. Masterclass en anglais, avec Alexandre Monin autour de la redirection écologique. Donc voilà, comment ça peut aider nos entrepreneurs à penser leurs projets et à évoluer avec toutes ces contraintes environnementales. Pas que les entrepreneurs. Pas que les entrepreneurs. C'est ouvert à tous. Hein. C'est ouvert à tous, c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà. C'est gratuit. Bon, on fait des choses gratuites. Oui, ça. C'est sûr. Merci David. Et remercier aussi ceux qui opèrent à la bonne réussite de ces conversations, l'équipe de Louvre-Lens Vallée, Charlotte Sautière, Fiona Coco et Marion Lefebvre. Voilà, merci beaucoup. Merci à la médiathèque Robert Cousin de Lens, aux équipes de la ville, aux intervenants et intervenantes, aux participants et participantes, ainsi qu'à l'équipe de Louvre-Lens Vallée. À la musique, Thierry Mbay. À la technique, Marion Lefebvre. Merci à nos membres fondateurs, la communauté d'agglomération Lens-Liévin, la région Hauts-de-France, l'Université d'Artois, la Chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France, la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France et le musée du Louvre-Lens. La prochaine conversation aura lieu le 25 février à Louvre-Lens Vallée et s'intitule « L'art de prendre la parole et de la donner ». Retrouvez toutes les infos sur nos réseaux sociaux ou directement sur Hello Asso. À très vite.